Salut Dominique. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Toujours avec plaisir. Dominique, tu es journaliste et historien, spécialiste s'il en est du Proche-Orient. Tu avais publié il y a quelques années de ça, en réponse à Emmanuel Macron, c'était en 2018, « Antisionisme égale antisémitisme ». Point d'interrogation est important, aux éditions Libertalia. Libertalia qui va rééditer ton ouvrage, puisque la question est toujours aussi brûlante, cette égalité slash inégalité plutôt, est toujours dans le débat public. On va y revenir, mais d'abord je voulais qu'on parle de la situation au Proche-Orient et de la façon dont en France s'organisent les débats. Quelle lecture toi tu fais à grands traits, de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, de la façon dont les intellectuels, les politiques, la société civile, les médias se sont emparés de cette question au Proche-Orient, à savoir le massacre terroriste du 7 octobre et derrière la réponse avec des massacres et les plus de 30 000 morts à Gaza. Je voudrais d'abord dire une chose un peu personnelle. Je ne fais pas d'habitude, mais là, oui. Moi, ça fait presque un demi-siècle que je suis ce conflit, que je vais là-bas, sur le terrain, et je dois dire que je n'ai jamais connu une page aussi sombre, aussi noire. Et elle est aggravée par l'incapacité de beaucoup des nôtres à avoir une prise de position simple et claire. C'est vrai qu'il n'y a pas de définition du terrorisme au plan international. Jamais l'ONU n'a réussi à trouver une définition consensuelle. Mais pour moi, elle est simple, c'est s'en prendre à des civils innocents. Donc, à partir de là, oui, il faut condamner le 7 octobre comme une action terroriste, et il faut condamner la guerre depuis 7 mois à Gaza aussi comme une action terroriste. Et en plus, j'ajoute que ceux qui disent les 1140 Israéliens tués le 7 octobre justifient les 37 000 Palestiniens tués à Gaza, il faut bien y réfléchir quand on dit une chose pareille, parce que ça signifie en clair qu'une vie arabe ne vaut pas une vie juive. Donc tout ça est insupportable, la situation elle-même, mais aussi la difficulté à en débattre sereinement. Mais alors comment tu expliques justement qu'il y ait eu des simplifications à l'extrême et voire jusqu'à la bêtise sur ce sujet-là par les différentes parties prenantes du débat public en France? Moi je crois que depuis quelques années, mais en particulier depuis que ce nouveau gouvernement israélien est en place, avec le Likoud radicalisé, les ultra-orthodoxes partisans ouverts de la théocratie et ces deux partis suprémacistes qu'on peut qualifier sans excès de fascistes, il est clair que la cause israélienne devient indéfendable. Et donc ceux qui se donnent pour mission, ou ont pour mission de la défendre, ne s'en sortent pas. Et une des manières de se sortir d'un guêpier comme celui-là, c'est de dire, écoutez, quiconque critique Israël est antisémite. C'est-à-dire, on ressort cette espèce de chantage qui est quand même courant en France. Ça fait quelques paires d'années que ça existe. Et évidemment, c'est d'une absurdité totale, quoi. Oh. Mais d'après toi, parce que là tu m'as parlé de ceux qui défendaient le gouvernement israélien dans sa, entre guillemets, riposte, mais de l'autre côté, il y a ceux qui sont en soutien au peuple palestinien qui est en train de se faire massacrer, et maintenant depuis de trop longs mois. Eux non plus ne sont pas exempts de simplification à l'extrême et aussi de problèmes en fait de la façon dont ils organisent leur lutte. Personnellement, moi, comme je l'ai dit, je combats tous ceux qui ne veulent pas définir ces actes, 7 octobre et la suite, comme ce qu'ils sont. Je ne m'occupe pas de savoir qui est pour ou qui est contre. Faire ça, c'est saboter le soutien à la Palestine. Et c'est aussi, pour ceux qui le font, se saboter eux-mêmes. C'est pas la première fois que certains à gauche tendent des verges pour se faire battre. Est-ce que, d'après toi, l'existence de l'État d'Israël est mise dans la balance aujourd'hui, vu tout ce qui se passe au Proche-Orient? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour tout le monde, depuis au moins 20 ou 30 ans, on considère qu'il y a place pour un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, si l'un et l'autre acceptent de coexister dans des conditions acceptables pour tous. De là à penser qu'aujourd'hui ce serait mis en cause, non. Israël est un très gros État, petit mais solide, avec une armée
qui est sans doute une des meilleures armées du monde. Et sa faiblesse, c'est presque cette force. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut passer outre les Palestiniens. Et on a senti, depuis janvier, il y a eu vraiment un nouveau bond en avant, ou en arrière, dans une espèce de racisme ouvert. Quand on lit ce que disent Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou ou Gallant, qui, au début de la guerre contre Gaza, nous annoncent que les Palestiniens sont des animaux, en toutes lettres. Donc, je n'y crois pas. Ce qui est vrai, c'est que certains ont intérêt à montrer que c'est en cause. Et d'ailleurs, il y a là-dedans un des éléments du débat sur antisionisme et antisémitisme. Le premier élément de ce débat, c'est évidemment qu'il y a quelque chose d'historiquement analphabète dans cette manière de présenter les choses. Puisque l'antisionisme, c'est avant tout un mouvement juif. L'antisionisme, c'est le mouvement qui rassemblait jusqu'à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des Juifs dans le monde, qui ne voulaient pas suivre Herzl dans le projet patronné par les Britanniques avec la déclaration Balfour. Les présenter comme antisémites, c'est risible. Ou alors on dit que Albert Einstein était antisémite, que Sigmund Freud était antisémite, ou que Hannah Arendt était antisémite. On voit bien que c'est absurde. Mais il y a un deuxième élément, c'est qu'à partir de 1948, l'État d'Israël existe. Il a conquis son indépendance sur le dos des Palestiniens qu'il a expulsés massivement, mais il est là. Et on ne peut pas faire reproche aux antisionistes de vouloir le détruire. Je ne connais pas d'antisionistes en Israël qui veuillent la destruction de leur propre État. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire un État, non pas du peuple juif, mais de tous ses citoyens. Quand on y réfléchit bien, ça veut dire quoi? Quelque chose comme notre République laïque. Tu as parlé de la Nakba, en fait, de cette première expulsion des Palestiniens de leur terre pour que puissent s'y installer des Israéliens en 1948. C'est assez intéressant parce que moi, dans des débats que j'ai eus, la question de est-ce qu'Israël est un État colonial a fait surface. Et moi, je répondais bien sûr que oui, dans la mesure où il ne respecte pas les tracés des frontières établis par le droit international. Et là, on m'a dit, oui, t'as raison, mais en fait, il est aussi un État colonial par essence et par naissance, dans la mesure où, en 1948, il a été permis aux Israéliens de s'installer au détriment sur l'expulsion, par l'expulsion de Palestiniens. Et en fait, à partir du moment où mon co-débatteur me disait ça, me disait c'est un État colonial par essence, pour achever une décolonisation en fait, du Proche-Orient, il sous-entendait qu'il fallait que dégagent les colons, c'est-à-dire les Israéliens. Ce qui pour moi est un problème. Pas du tout. C'est-à-dire on a tous, malheureusement ou heureusement, peu importe, le modèle algérien dans la tête. Et évidemment que la guerre d'Algérie s'est terminée par le départ massif des pieds noirs, des colons, disons, pour reprendre ton terme. Mais ils sont rentrés en France, dans la métropole. Le problème là-bas, c'est qu'il n'y a pas de métropole. Parce qu'on n'imagine pas où les Juifs originaires des pays arabes, en particulier, pourraient retourner s'ils ne restaient pas là-bas. Donc on a effectivement un problème aujourd'hui de mise en œuvre de solutions. C'est presque d'ailleurs obscène de parler de solutions pendant que les gens meurent, les femmes et les enfants en particulier. J'observe d'ailleurs que tout le monde nous a annoncé, réjoui que l'ONU avait revu ses chiffres, pas le chiffre global. Ce que l'ONU a revu, c'est les pourcentages de femmes et d'enfants qui étaient excessifs dans la présentation qui en était faite par le ministère de la Santé du Hamas. Alors, donc on est devant une catastrophe humaine, humanitaire et intellectuelle sans précédent, quoi. Donc c'est difficile de parler solution. Pour être clair, parce que le problème existe, que tu signales. Disons que les Palestiniens, de plus en plus, depuis une dizaine d'années, moi j'en suis témoin, j'y vais tous les ans, quasiment depuis encore plus que 10 ans, les Palestiniens n'ont plus confiance dans l'idée des deux États. Et c'est compréhensible, puisque la solution des deux États, concrètement, ça a été la colonisation, l'occupation, voire l'annexion des territoires palestiniens. Donc pour eux,
surtout pour les jeunes, c'est-à-dire la majorité de la population, les deux États, ça n'est plus un slogan qui porte. Et eux parlent souvent d'États communs. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce que serait un État commun, je ne l'ai pas imaginé tout seul, mais je vois bien que, à travers l'histoire, beaucoup de courants arabes et juifs ont parlé de fédération judéo-arabe socialiste ou de choses comme ça. Donc la difficulté, c'est qu'il faut définir précisément ce dont il s'agit. Et pour moi, la solution, entre guillemets, de tout ce problème, qui a un siècle, c'est l'égalité en droit individuel, en droits nationaux, en droits religieux, des Juifs et des Arabes en terre de Palestine. C'est-à-dire, au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, la transformation d'un État qui se veut un État-nation du peuple juif, il faudra définir ce que c'est et ce que c'est que le peuple juif, le transformer en État de tous ses citoyens, c'est-à-dire d'un État laïque comme le nôtre. Et ça n'est pas détruire, ça n'est pas jeter les Juifs à la mer. Avec juste un problème que tu as toi-même noté dans ta réponse, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de violence, d'inimitié, voire de haine entre ces différents peuples, notamment entre les Arabes et les Juifs en terre de Palestine, que imaginer pouvoir les réunir au sein d'une même entité où ils auraient des droits égaux, on n'imagine pas en fait comment ça pourrait se faire sans violence, à l'intérieur en fait de cette communauté nationale qui serait créée, sachant que il y en aura forcément un qui sera un peu plus majoritaire que l'autre, et donc on imagine les lois en fait qui pourraient en découler, et imaginer que les Israéliens vont voter des lois qui vont protéger les Palestiniens, ou vice versa que les Palestiniens vont voter des lois qui pourraient protéger les Israéliens, on n'imagine pas que ça puisse se faire dans un futur proche ou même à moyen terme. Je comprends bien ce que tu veux dire, mais le problème c'est que aujourd'hui, on est dans cette quadrature du cercle de l'impossible. C'est-à-dire, c'est presque impossible mentalement, au milieu d'une guerre génocidaire, de penser la sortie. Mais s'il y a une sortie, elle est quand même dans l'égalité en droit des uns et des autres. On peut évidemment discuter la forme institutionnelle de cette égalité. Ça ne peut pas forcément dire un État. Ça peut vouloir dire 2 États, ou 3 États, ou une confédération avec la Jordanie. Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses entre lesquels je ne me sens pas de donner une préférence, parce que c'est pas mon boulot. C'est le boulot des Israéliens, des Palestiniens, pas le mien. Mais en tout cas, si on commence à jouer avec les concepts, alors moi je peux te dire, si l'État commun c'est utopique, pourquoi les 2 États c'est pas utopique, quand tu y réfléchis? Il y a une imbrication maintenant des 2 peuples. Tu as 2 millions de Palestiniens en Israël, 800 000 colons en Cisjordanie, peut-être demain des colons à Gaza, sans parler de ceux du Golan. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce que tu fais passer une frontière? Tu regardes les colonies. Tu vois, les colonies, on nous dit, dans la propagande israélienne, ça n'est que 5% du territoire de la Cisjordanie. Oui, si on regarde le bâti, mais si on regarde le cadastre, c'est la majorité de la Cisjordanie. Donc, imaginez 2 États, ça veut dire on va déraciner les 800 000 colons qui sont illégalement en sol palestinien, mais comment tu fais? Tu crées une guerre civile en Israël? Tu veux faire sortir, expulser, comme le fait Ben Gvir ou Lieberman ou d'autres, expulser les 2 millions de Palestiniens d'Israël? Comment? Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que la solution, entre guillemets, la plus pragmatique, c'est la solution à un État, qu'il soit binational, biconfessionnel, commun, etc. Le seul problème, c'est que on va dire, la façon dont c'est mené, dont sont menées les réflexions depuis maintenant des dizaines d'années, sont menés les combats aussi, que ça soit au niveau local, au Proche-Orient, ou au niveau de la communauté internationale, c'était sur la base de cette solution à 2 États. Donc là, il faudrait revenir en fait sur ces dizaines d'années de combats pour se réorienter vers une solution à un État. Moi, je ne veux pas revenir sur l'histoire. L'histoire, elle est l'histoire, on ne peut pas la changer. Mais la vérité, c'est que ce qui était un beau projet, ou un relativement beau projet quand Arafat et Rabin l'ont signé, a été enterré avec le cadavre d'Yitzhak Rabin.
Et c'est pour ça que l'extrême droite israélienne, religieuse, à l'époque, l'a tué à travers Yigal Amir qui a été l'assassin. Donc, à partir de là, on a continué à parler de processus de paix, alors que ce qu'on avait, c'était un processus de colonisation. C'est ça qui a discrédité l'idée des deux États pour un grand nombre de Palestiniens. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faille aujourd'hui poser comme l'objectif l'État commun ou unique des Israéliens et des Palestiniens. Aujourd'hui, ce serait évidemment absurde. Pour ça, je dis, au fond, pour l'instant, les deux solutions sont utopiques. Et il faut vivre avec cette complexité. Il faut trouver des concepts qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver sans être dans la définition de ce que serait une fédération arabo-juive ou un État commun. Mais, je veux dire, on n'a pas besoin d'inventer la poudre, hein. Il y a des fédérations dans le monde. Il y a une expérience des fédérations, la fédération yougoslave, la confédération suisse, tout ça est... Aujourd'hui, on est le 16 mai 2024. S'il y a un endroit où on peut dire que la faillite a été patente, c'est au sein de la communauté internationale qui est incapable en fait de peser sur les massacres qui sont en cours en ce moment même à Gaza, et ce depuis de longs mois. Comment est-ce que qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la communauté internationale est aussi peu à même d'apporter des solutions, d'établir un cadre de négociation, etc., pour les différentes parties prenantes, en l'occurrence le gouvernement israélien d'une part, et d'autre part les représentants palestiniens? Je crois que ce à quoi les Palestiniens doivent faire face aujourd'hui, c'est une épidémie de schizophrénie. Parce que si tu prends les Israéliens, aujourd'hui, il y a une majorité claire d'Israéliens qui soutiennent Netanyahou comme chef de guerre. Mais les mêmes voudraient qu'il parte et le refusent comme Premier ministre. Donc ça, c'est déjà une schizophrénie qu'il faut arriver à vaincre. C'est leur affaire, hein, c'est pas à moi, mais c'est évident qu'on n'ira pas à une solution sans qu'il y ait un camp de la paix en Israël. Et un camp de la paix, ça suppose une forme d'alliance entre la gauche sioniste et la gauche arabe. C'est déjà un objectif compliqué. Ensuite, tu l'as dit, il y a la schizophrénie de la communauté internationale. Ce qui est incroyable, encore ces jours-ci, c'est que quand il s'agit de voter à l'ONU, l'immense majorité des États du monde votent bien, si je peux me permettre de dire ça, c'est-à-dire votent pour des solutions acceptables et qui permettent de mettre fin à la guerre, d'introduire un cessez-le-feu, d'échanger les otages, puisqu'il y a tous ceux qui sont en prison en Israël et qui mériteraient aussi d'être libres. Et puis, bref, on a une communauté internationale qui vote bien. Mais dès qu'ils sortent de l'ONU, ils reviennent aux deux poids, deux mesures. Le cas le plus flagrant, je trouve, de cette schizophrénie, c'est Biden. Parce que Biden, il est pris entre sa définition de toujours comme sioniste, il a encore développé cet argument, il a dit « je suis fier d'être sioniste depuis 1973 », je ne sais pas pourquoi cette date-là, peut-être la guerre de Kippour, mais donc d'un côté, il est du côté d'Israël, clairement, d'ailleurs cette guerre n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas les armes fournies et le soutien politique des Américains, mais en même temps, il sait que l'opinion américaine a complètement basculé. C'est-à-dire, en novembre, il y avait une majorité favorable au bombardement sur Gaza, et aujourd'hui, on a une majorité défavorable. C'est incroyable. On a rarement vu, dans l'histoire d'un pays important comme les États-Unis, une telle bascule de l'opinion. Donc, ça explique pourquoi Biden multiplie les petites phrases pour essayer de décoller d'Israël, ne pas payer son soutien à Israël au moment de la présidentielle en novembre. Donc on est devant quelque chose de stupéfiant. Et alors, c'est encore pire, ou mieux, à mon avis, si on prend l'électorat démocrate tout seul. L'électorat démocrate, il est massivement contre la politique israélienne et contre le soutien de Biden aux Israéliens. Il y a eu une expérience étonnante dans la primaire démocrate du Michigan. La gauche démocrate a appelé au vote blanc, pour voir. Près de 100 000 personnes ont voté blanc. C'est-à-dire que Biden, concrètement,
il est en train de perdre l'élection présidentielle à cause de sa position unilatérale, de poids, de mesure, sur Israël. Donc, on a cette espèce de schizophrénie-là, et puis on la retrouve aussi en France. Parce que moi, j'ai bien vu pendant les mois de octobre, novembre, décembre, la pression pour nous dire mais il faut condamner le 7 octobre. Moi, j'étais le premier à le dire, le jour même d'ailleurs. Il y a une émission de France Culture où j'étais, avec un de mes amis israéliens aussi, on était très proches dans la manière de s'exprimer. Mais aujourd'hui, tous ceux qui nous disaient il faut condamner le 7 octobre parce que c'est terroriste, ne trouvent pas terroriste qu'on continue à massacrer. C'est pas seulement massacrer, c'est réduire à la famine. On a vu des Israéliens venir brûler les convois humanitaires. Enfin, on est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Hein. On est, je veux dire, j'écris parfois sur Twitter où on est un peu plus polémique. Ce que fait Israël aujourd'hui, c'est une agression d'une gravité sans précédent contre le judaïsme. Parce qu'on donne du judaïsme une image qui est une image génocidaire, pour dire des choses. C'est quand même grave. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les opinions publiques, tu as pris le cas de la France et des États-Unis, sont plutôt en faveur d'un cessez-le-feu et d'une solution pacifique, que genre les va-t-en-guerre pro-israéliens sont minoritaires. En Israël, qu'il faut une alliance entre la gauche sioniste et la gauche arabe. Ok, mais du coup, est-ce que tu as bon espoir? Est-ce que tu vois aujourd'hui, malgré les blocages qu'il y a là dans les deux pays occidentaux que tu as cités, malgré les blocages qu'il y a politiques en Israël, les possibilités d'une sortie qui soit pas vers une accentuation encore de la violence et de la mort au Proche-Orient, ou est-ce qu'on est condamné au pire dans la mesure où c'est déjà presque aujourd'hui le pire? Bon, d'abord, je ne crois pas que le rôle des historiens, ce soit de prédire le futur. C'est plutôt réfléchir sur le passé. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais je t'ai demandé si tu voyais les prémices aujourd'hui, tu vois, de quelque chose qui se passe. Mais moi, je crois que, enfin, je crois depuis longtemps au Proche-Orient, on a une espèce de spirale du pire. Et là, on n'est pas au bout, parce qu'on n'est jamais au bout, mais on est quand même à un niveau sans précédent de cette spirale-là. Mais encore une fois, je crois que si on regarde les choses en face, il faut avoir tous les éléments en tête. Pas seulement, de la même manière qu'il n'y a pas d'explication monocausale de ce conflit, il n'y a pas de solution avec une clé unique. Ce qui est important, c'est de toutes les faire marcher. Et l'intérêt de porter l'attention sur les opinions et leur intervention, c'est de faire en sorte que des dynamiques puissent se créer. J'en prends une que j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Je crois vraiment qu'il y a une situation dans le monde arabe qui est très intéressante, qu'il faut regarder de près. Puisque le 7 octobre et la suite, ce qui s'est passé à Gaza depuis, ont rendu quasiment obsolètes les accords d'Abraham. Même les États signataires des accords d'Abraham, les chefs d'État signataires, ont manifesté leur colère d'une manière plus ou moins nette, mais en tout cas leur peuple l'ont manifesté avec des manifestations gigantesques dans la plupart des pays arabes, notamment le Maroc. Et ça n'a pas été sans effet sur le roi du Maroc, qui pourtant a signé un accord de défense avec Israël. Donc on a là aussi une schizophrénie qu'il faut arriver à vaincre, c'est-à-dire c'est des dirigeants arabes qui d'un côté sont sensibles aux avances d'Israël, mais qui de l'autre côté doivent tenir compte de leur opinion. Les révolutions arabes ne sont pas très loin dans l'histoire, elles sont il y a une dizaine d'années, donc on a là aussi un risque. Donc eux aussi doivent sortir de leur propre contradiction. Je crois vraiment que la seule solution, si on exclut celle d'aller acheter de la corde et de se pendre, pour tous ceux qui ont la Palestine et Israël au cœur, on ne peut pas évidemment regarder tout ça sans beaucoup de tristesse et de désarroi. Hein. Je comprends ça évidemment, je le ressens moi-même. Mais il faut voir tout ce mouvement-là. Parce qu'en Israël, on peut dire, et c'est vrai, je l'ai dit, que la majorité des gens soutiennent la guerre, tout en
condamnant Netanyahou, mais ils n'ont pas fait que condamner, ils ont manifesté par centaines de milliers quasiment tous les samedis depuis le mois de janvier. Ça existe, ça. Et c'était pas sur la question palestinienne, évidemment, c'est la preuve, mais c'était sur la question de la sauvegarde de la démocratie israélienne. Ça reste quelque chose qui est important pour les Israéliens, je pense. On a un appel d'air, la tentative de coup d'État que représentait la réforme de la justice, la marginalisation de la Cour suprême, qui, je rappelle, est à la fois en Israël, ce que nous avons en France avec Conseil constitutionnel, Conseil d'État et Cour de cassation. Donc mettre ça dans la main de l'exécutif, c'est en finir avec la démocratie en Israël. Donc là, il y a aussi une motivation pour les Israéliens de dépasser cette situation. J'ai une dernière question, Dominique, pour revenir au débat français. J'ai eu un débat avec l'auteur de BD et dessinateur Johann Sfar, oui. Qui m'a dit à un moment, le problème c'est que y a des termes qui sont utilisés et qui ferment la discussion. Et ces termes étaient les suivants, génocide. Donc il ne veut pas entendre parler de génocide, il pense que ça ferme la conversation. État colonial, il ne veut pas entendre parler d'État colonial. Apartheid. Et apartheid, voilà, c'est le dernier terme qu'il ne voulait pas qu'on utilise. Est-ce que, d'après toi, ce que dit Johann Sfar est audible? Ou au contraire, est-ce qu'il faut dire, bah non, désolé Johann, ce sont des termes que l'on doit pouvoir utiliser parce que ils sont documentés, notamment sur les questions d'apartheid, d'État colonial et même de génocide? J'ai entendu souvent ce type d'argumentation, pas seulement Johann Sfar. Ce sont ce que moi j'appelle par leur nom, c'était des sionistes de gauche. Et ces sionistes de gauche ont souvent une maladie, presque constitutionnelle pour eux, c'est qu'ils sont beaucoup plus sionistes que de gauche. Et donc quand ça chauffe, on voit les gens vaciller. Moi je ne suis pas pour le fait de mettre en avant des mots clivants. C'est pas ça la lutte pour. Il faut rassembler au contraire. Mais si on fait une analyse comme historien ou comme journaliste, disons un peu expert de ces choses, on ne peut pas se priver de ces éléments d'analyse. C'est indiscutable, enfin me semble-t-il, que la guerre à Gaza a pris, assez rapidement d'ailleurs, un caractère génocidaire. C'est pas le génocide des Juifs, c'est pas le génocide des Tutsis, c'est pas le génocide des Khmers, mais quand même, quand on va regarder la Convention internationale de l'ONU sur la lutte contre les génocides, la définition qui est faite, elle colle parfaitement. Je suis désolé, mais quand même, Srebrenica, c'est 8000 Bosniaques tués par des Serbes. Comment l'ONU a appelé ça lors de sa commission d'enquête? Un génocide. Alors ça voudrait dire que 35 000 Palestiniens ou 37 000 Palestiniens assassinés à Gaza, c'est pas un génocide, mais que 8000 Bosniaques... Srebrenica, c'est ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, on est dans de la même manière, les autres termes d'ailleurs, hein, le terme d'apartheid, j'ai aucun problème à l'utiliser. Mais je ne vais pas en faire le sens profond de mon discours. Je veux dire, il y a une loi, État-nation du peuple juif, article 1, 2018, article 1, seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël. Donc ça veut dire que les autres citoyens n'ont pas droit à l'autodétermination. Ça s'appelle l'apartheid. Non seulement il y a de l'apartheid là-bas, mais c'est inscrit dans le marbre constitutionnel. Je suis désolé, c'est pas ma faute. Il faut demander à Netanyahou pourquoi il a fait voter cette loi. On le voit pourquoi il a fait voter. Pour pouvoir envisager de poursuivre la Nakba par une nouvelle expulsion de masse de Palestiniens. En fait, j'ai une toute dernière question. Tu as dit à un moment, je ne suis pas forcément pour utiliser ces termes très clivants, même si ils ont une vérité scientifique. Et tu as dit, il faut rassembler. C'est ça l'objectif. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend les mobilisations en soutien au peuple palestinien en France,
Bah, il n'y a pas grand monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le monde escompté. Moi, quand j'y suis, je suis là, genre merde, on est quelques centaines ou quelques milliers et c'est tout. Alors que, comme tu le dis, il y a une opinion publique qui est plutôt encline à appeler au cessez-le-feu et empathique avec les souffrances terribles du peuple palestinien aujourd'hui. Quels sont les éléments en fait qui peuvent faire qu'on arrive enfin merde à se rassembler en fait pour cette cause qui, enfin là pour le coup, est on ne peut plus juste, c'est juste dire stop le massacre. Mais je crois qu'on a du mal en France à se départir d'une espèce comment dirais-je, de sentiment qu'on est les rois du monde. Mais là, en l'occurrence, nous sommes les plus mauvais. Parce que en Amérique latine, en Afrique, dans les pays arabes, mais aussi à Londres, mais aussi aux États-Unis, il y a eu une vague extraordinaire de solidarité avec les Palestiniens. Ce qui s'est passé dans les universités américaines, c'est sans précédent. Ou plutôt, il y a un précédent, c'est la mobilisation contre la guerre du Vietnam. Donc, ça s'est aussi passé dans les universités françaises, on l'a vu à Sciences Po, etc. C'est vrai, mais enfin, on voit bien que c'est plus difficile, qu'on regarde les sondages, les manifs, où les gens organisés, on voit que c'est plus difficile chez nous. Il y a sûrement des raisons qui sont liées à la situation spécifique de la France. Alors qu'on a historiquement, le peuple français est plutôt en soutien avec le peuple palestinien. Enfin, je veux dire, on a une histoire, en fait, j'allais dire commune, mais je veux dire, quand on voit les prises de position de Jacques Chirac, etc., à l'époque, il y a une histoire, en fait, du soutien de la France au peuple palestinien. Oui, mais alors, pousse ton raisonnement plus loin. À partir de Jacques Chirac II, c'est-à-dire 2005, on bascule. On bascule sur l'Irak, on remet en cause le fait qu'on n'ait pas participé à la guerre d'Irak des Américains, et on remet en cause aussi la politique antérieure du général de Gaulle. Je veux dire, on prend de Gaulle, ensuite on a Pompidou, on a Giscard, on a Mitterrand, on a Chirac I, disons. Là, il y a une continuité d'une politique équilibrée, c'est-à-dire qui, à la fois, soutiennent le droit à l'existence d'Israël, à la sécurité, et soutiennent les droits nationaux des Palestiniens. D'une manière plus fine à partir de Mitterrand et de Chirac, parce que la situation était différente du temps de Gaulle. Il n'y avait pas l'OLP n'était pas un élément important au début des années 60. Elle date de 64. Donc on a cette particularité française. Moi, je pense personnellement que les questions sur lesquelles on bute dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est pas les questions du Proche-Orient, c'est l'état de la gauche française. C'est-à-dire il y a une telle décomposition, recomposition, disent les optimistes, de la gauche, qu'on paye cette division, quoi. Et on comprend très bien que les acteurs, beaucoup d'acteurs ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire, ils cherchent plus à tirer profit de la solidarité avec les Palestiniens qu'à la servir, qu'à aider à la solidarité. Je pense que c'est malheureusement quelque chose qui est frappant, quoi. Bah, merci beaucoup Dominique pour tous ces éclairages et j'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, les pistes, parce que comme tu n'es pas devin, tu l'as dit, mais moi j'espère, on n'est pas devin, mais on a quand même le droit d'avoir un peu d'espoir quant à ce qui se passe au Proche-Orient. C'est pas un droit, je crois que c'est un devoir. Parce que si on se laisse embringuer dans cette spirale du pire, c'est déshumanisant pour tout le monde. Il faut être très prudent avec tout ça. C'est une matière inflammable, on le sait. C'est pas nous qui l'avons créée, on l'a pas importée. Elle est là-bas, sous nos yeux, le 7 octobre et après. Donc on a besoin de sortir la tête de cette spirale du pire qui nous déshumanise. Merci Dominique.